Tous et bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravie de vous retrouver pour décrypter un sujet vraiment fascinant aujourd'hui. On va plonger dans les coulisses stratégiques du foot international. Bonjour Evelyne, ouais, un sujet passionnant. Et on ne va pas juste parler de sport pur aujourd'hui, on va vraiment parler d'échecs à l'échelle mondiale, de stratégie de recrutement, tout ça. Exactement. Et le point de départ de notre discussion, c'est un article hyper détaillé qui a été signé par Sal Psal pour Cenepost. La source se penche sur un cas très spécifique, celui d'Andy Diouf. Le milieu de terrain de l'Inter Milan, oui. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, on parle d'un joueur qui se trouve à un carrefour absolument crucial de sa carrière. Un carrefour entre la France et le Sénégal. Ouais. Et c'est une situation d'une intensité folle, en fait. À travers cet article de Cenepost, on va vraiment observer comment les besoins tactiques urgents d'une nation dominante en Afrique viennent percuter la trajectoire d'un joueur, un joueur qui a été façonné par l'élite européenne, quoi. C'est le cœur du sujet. Et ce que je trouve brillant dans cette source, c'est une expression précise que l'auteur utilise. Il parle du dilemme de la, je cite, « salle d'attente des Bleus ». Ah oui, la fameuse salle d'attente. C'est une image très forte. Très forte, oui. J'aime bien transposer ça dans le monde du travail, tu vois. C'est un peu comme être un jeune cadre ultra brillant dans une multinationale historique. Ouais, t'as toutes les compétences, mais Mais voilà, l'organigramme au-dessus de toi est tellement saturé par des seniors indéboulonnables, que tu stagnes, tu restes numéro 10 dans la hiérarchie. Et là, soudainement, tu as une autre entreprise, leader sur son propre continent, qui arrive et qui propose, en gros, de devenir directeur général tout de suite. c'est une super analogie, c'est exactement ce que vit Diouf. La salle d'attente, dans ce contexte de l'équipe de France, c'est une position de passivité forcée en fait. On attend son tour, quoi. Voilà, tu fais partie d'un vivier gigantesque et tu dois attendre patiemment qu'on te convoque ou qu'un titulaire se blesse. Psychologiquement, c'est hyper usant pour un joueur. Surtout pour un compétiteur qui joue à l'Inter Milan. Exactement. Ce que le Sénégal propose à un Diouf, c'est l'inverse absolu. C'est un statut de cadre. Tout de suite. Pour un gars sevré d'adrénaline chaque week-end en Italie, la promesse d'avoir un impact direct et des responsabilités avec le Sénégal, c'est une proposition de valeur super puissante. Mais du coup, je me fais un peu l'avocate du diable une seconde, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle dans la source. Vas-y, je t'écoute. Si ce joueur est si exceptionnel, s'il joue à l'Inter Milan, pourquoi est-ce que l'équipe de France le laisse mariner dans cette salle d'attente? Je veux dire, est-ce que le Sénégal ne prend pas un risque en misant sur un joueur qui, en Europe, est vu comme un plan B? C'est une vraie bonne question. Mais en fait, l'article montre bien qu'il faut regarder la réalité mathématique. C'est pas que l'équipe de France doute de son talent, c'est juste qu'il y a un encombrement structurel de dingue à son poste. Ah, donc c'est purement statistique. Fais ça. La France produit une quantité industrielle de milieux de terrain de classe mondiale. Donc la salle d'attente, c'est pas une évaluation de la qualité du joueur. Et le génie de l'approche du Sénégal, c'est d'exploiter cette faille. Ils viennent récupérer un top talent qui est juste bloqué par les bouchons, en gros. Totalement. Ils savent qu'ils s'adressent à un plan A dans la majorité des autres pays. C'est fascinant, et ça nous amène vraiment au cœur de la stratégie tactique expliquée par Sal dans Cenepost. Parce que le Sénégal ne cherche pas juste un bon joueur au hasard. Non, ils cherchent un profil très spécifique. L'auteur parle d'une denrée rare. Voilà, une denrée rare. L'article précise que le Sénégal a déjà une base défensive incroyable, très solide, mais qu'il leur manque ce joueur capable de, je cite, casser les lignes par la percussion et une passe verticale. C'est le point clé de toute cette histoire. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le foot, on sait que faire une passe vers l'avant, tous les pros savent le faire. Pourquoi est-ce que cette compétence précise est le saint Graal pour le Sénégal en ce moment? Parce que dans le football moderne, une équipe super solide en défense, elle finit par stagner si elle n'a pas ce profil de transition. Le Sénégal, avec sa défense de fer, c'est une forteresse. Mais une forteresse qui n'arrive pas toujours à attaquer? C'est ça, face à des équipes qui refusent le jeu, qui posent un bloc très bas devant leur surface, ce qui arrive souvent quand on joue contre le champion d'Afrique. La solidité défensive, elle sert à rien. Si tes milieux font juste tourner le ballon latéralement, tu deviens prévisible. C'est ce qu'on appelle souvent le complexe du coffre-fort, hein. T'as un coffre impénétrable, mais tu n'as pas la combinaison pour ouvrir celui d'en face. C'est exactement l'idée. Casser une ligne par la percussion, c'est amener une sorte de brutalité géométrique dans un jeu qui est trop stérile. Ça casse le système adverse en une seconde. Et c'est vraiment si rare que ça à trouver? Ah oui, c'est une denrée rare, comme le dit la source. Parce que faire ça au niveau international, ça demande un alliage complexe.
Il faut oser prendre des risques, il faut le physique pour percuter, et surtout, il faut la vision spatiale. Et justement, l'article de Sonné Post est super précis sur l'origine de cette vision spatiale chez Diouf. L'auteur insiste beaucoup sur sa formation à la française. Oui, le passage par Clairefontaine et les sélections de jeunes. Voilà. On parle de son intelligence tactique précieuse, de son grand volume de jeu, mais en quoi est-ce que cette formation française garantit cette capacité à casser les lignes? Qu'est-ce qu'on apprend là-bas de si spécial? En fait, à Clairefontaine, on ne fait pas que travailler la technique pure. On installe un véritable logiciel de traitement de l'information, si on veut. Un logiciel cognitif, carrément. Bah oui, parce qu'un joueur issu de cette filière, il a appris depuis tout jeune à prendre l'information avant même de recevoir la balle. Son corps est déjà orienté, il a déjà scanné le terrain. Il a vu l'ouverture avant même qu'elle n'existe? Exactement. Et quand l'article de Sénépost parle de son intelligence tactique, c'est de cette vitesse de traitement algorithmique qu'il s'agit. Le Sénégal, en recrutant Diouf, ils veulent littéralement brancher ce logiciel, cognitif européen, au cœur de leur propre machine. C'est presque de la greffe technologique. On importe un processeur pour faire tourner le système à plein régime. C'est une très belle façon de le voir. Et pour réussir cette greffe, il y a un homme clé derrière tout ça. Oui, le sélectionneur. L'article met vraiment en avant Pape Thiaw, qu'on surnomme El Thiawito. Un surnom qui lui va bien, vu sa méthode d'ailleurs. C'est clair. L'auteur explique que Thiaw veut absolument insuffler ce style de jeu porté vers l'avant. Mais ce qui est dingue, c'est sa méthode de recrutement. La source révèle qu'une rencontre entre le joueur et le sélectionneur a eu lieu dès le mois de mars 2025. Mars 2025, oui. On est sur une anticipation énorme. Mais c'est plus du foot là, c'est du headhunting de haut vol, de la chasse de tête pure et dure, où on courtise un talent des mois à l'avance pour devancer le marché. C'est exactement de la chasse de tête. Dans la gestion des joueurs binationaux aujourd'hui, si tu attends, t'es mort. Si Pape Thiaw attend que Diouf fasse une masterclass en Ligue des Champions avec l'Inter, c'est trop tard. La France aura verrouillé le joueur. Donc la méthode El Thiawito, c'est frapper avant tout le monde. Voilà. C'est de l'anticipation agressive. En le rencontrant en mars 2025, il sécurise le joueur. Il lui vend son projet, il lui explique comment son fameux logiciel de Clairefontaine va être essentiel pour le Sénégal. Et le niveau de détail dans la planification est fou. L'article de Sénépost mentionne même les matchs à venir contre le Pérou et la Gambie. Ouais, un point stratégique majeur. La source décrit ces matchs comme le cadre parfait pour intégrer le joueur sans trop de pression. Mais je t'avoue que je me pose une question. Vas-y. On parle d'un gars qui joue à l'Inter Milan. Il a l'habitude de la pression, non? Pourquoi aurait-il besoin qu'on le protège contre le Pérou ou la Gambie? C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Mais la pression en club et la pression en équipe nationale, c'est deux mondes différents. Surtout quand tu changes de nationalité sportive. L'attente médiatique est plus forte? C'est l'attente de tout un pays. C'est identitaire. Si Pape Thiaw le lance direct lors d'une finale ou d'un match de qualification ultra tendu, c'est un cadeau empoisonné. La moindre erreur de passe, et le joueur est jugé pour toujours. Ah oui, il devient le bouc émissaire facile s'il rate son match. C'est ça. Donc, en choisissant le Pérou et la Gambie, des matchs amicaux ou avec un enjeu plus gérable, il crée un sas de décompression. C'est une masterclass de management. On jette pas la recrue dans le grand bain, on lui permet de tester ses passes verticales, de découvrir le vestiaire, sereinement. Sans que le destin du pays ne repose sur ses épaules ce jour-là. Voilà, c'est une assimilation en douceur. C'est brillant. Donc si on résume cette fameuse méthode A, on identifie un besoin tactique face au bloc bas, on cible le profil cognitif exact pour y répondre, on chasse la cible en secret des mois à l'avance, et on prévoit une intégration millimétrée. C'est un plan sans faille. Et pourtant, il y a un dernier argument dans l'article de Sénépost, un argument qui est peut-être le plus lourd de sens pour convaincre un joueur de quitter cette salle d'attente européenne. L'argument historique, oui. Exactement. L'auteur explique que ce choix est un chemin de plus en plus emprunté. Et là, il lâche deux noms majeurs, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Ces deux noms changent absolument tout dans la négociation. C'est pas juste un détail de la source, c'est la clé de voûte de l'argumentaire du Sénégal. Parce que ça prouve que ça marche. Bah oui. Imagine-toi à la place de Diouf. Dire adieu à l'équipe de France, aux sélections de jeunes où tu as grandi, ça fait peur, c'est un saut dans le vide. Tu quittes une autoroute européenne bien tracée pour l'inconnu, en fait. Mais justement, avec Koulibaly et Niakhaté, ce n'est plus l'inconnu. Pape Thiaw n'a plus besoin de vendre du rêve, il vend une réalité historique. Ces mecs-là étaient dans la même salle d'attente, ils ont sauté le pas. Et aujourd'hui, ce sont des légendes du foot africain avec un rayonnement mondial incroyable. C'est vrai que Koulibaly, c'est un exemple massif. C'est l'argument de vente irréfutable pour rassurer Andy Diouf. Ça valide totalement le discours du sélectionneur.
Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est qu'on assiste presque à un renversement de l'attractivité. Le fait que ça devienne une norme, un plan de carrière validé, ça bouleverse tout. D'ailleurs, la source conclut en disant que la présence d'Andidius sur la prochaine liste sera un signal fort. Le verdict est imminent. La prochaine liste, ce sera la preuve concrète que cette stratégie de l'ombre a fonctionné. Ça confirmera si cette alternative de luxe vient enfin prendre les rênes du milieu sénégalais. Le dénouement de tout ce travail commençait en mars 2025. C'est fou. Si on prend un peu de recul pour faire une synthèse rapide pour notre audience, on est parti d'un cas individuel, un choix de carrière à l'Inter Milan, Un jour à un carrefour, ouais. et on a découvert toute une mécanique derrière. Le Sénégal qui cherche la pièce manquante, cette percussion pour casser les lignes, et qui va chercher un joueur avec ce volume de jeu forgé à la française. Et la stratégie chirurgicale de Pape Thiaw pour sortir ce joueur de la salle d'attente européenne et lui offrir un rôle de leader en utilisant des modèles de réussite comme Koulibaly. C'est limpide, et du coup ça m'amène à une réflexion finale, une question que je veux vraiment partager avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour prolonger un peu cette exploration. Je t'écoute, c'est quoi cette réflexion? Si des nations dominantes africaines comme le Sénégal arrivent désormais à sécuriser de façon quasi systématique des talents formés dans les meilleures académies d'Europe, et ça avant même que la concurrence ne réagisse. Ouais, À quel point les fédérations européennes vont-elles devoir repenser totalement la gestion de leur propre salle d'attente? Je veux dire pour éviter de voir filer tous leurs futurs cadres vers d'autres continents. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une révolution dans la façon dont l'Europe gère ses binationaux? c'est une excellente question. Conserver des talents indéfiniment sans leur donner de vraies responsabilités, ça devient une stratégie extrêmement risquée aujourd'hui. Le modèle est mis au défi, clairement. Et c'est sur cette question ouverte qu'on va se quitter. Merci à tous ceux qui nous ont prêté une oreille attentive aujourd'hui pour cette plongée dans les coulisses du foot international. Merci à tous, c'était vraiment un super sujet. Gardez un œil sur la prochaine liste de Pape Thiaw, le signal fort ne devrait plus tarder. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration en profondeur.